Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News. Au sommaire, en Tunisie, la date butoir de dépôt des candidatures à la présidentielle est échue depuis ce lundi. 69 candidats sont en lice à l'élection du 23 novembre. L'analyste politique Sofiane Ben Farhad décryptera pour nous le dépôt de ces candidatures. Dans ce journal, zoom sur le système juridique et judiciaire de l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires. Son secrétaire permanent, Dorothée Kossi-Sosa, revient pour nous sur le bilan de l'institution. Et puis, comment parler des sujets qui fâchent en fédérant? C'est la question à laquelle répond l'artiste mauritanien Béchir Maloum à travers une exposition qui allie peinture et photographie. En Tunisie, la date butoir de dépôt des candidatures à la présidentielle est échue depuis ce lundi. 69 dossiers ont été déposés au siège de l'instance électorale chargée de valider ou non les candidatures. Dans la liste, on retrouve l'actuel président Monsef Marzouki, candidat à sa succession. On retrouve également l'ancien Premier ministre Béji Caïd Essebsi. Écoutez la réaction de l'analyste politique Sofiane Ben Farhad sur le dépôt de ces 69 candidatures à la présidentielle du 23 novembre. Cela résulte du concours de plusieurs éléments. Premièrement, la classe politique aux commandes depuis la Révolution a tout fait pour plus ou moins désacraliser les institutions et en même temps déconsidérer la fonction présidentielle, vu que les partis d'Atorika sortantes sont davantage attachés au système parlementaire. En plus, toute la panoplie de mesures législatives, soit la Constitution, soit la loi électorale, soit aussi les règlements de l'instance supérieure indépendante des élections, aussi supposées être comme telles, ont tout fait pour favoriser les candidatures fantaisistes. Bien sûr, c'est un droit pour tout Tunisien de postuler à la magistrature suprême. Donc voilà, la classe politique ayant fait ce qu'elle a fait, les Tunisiens sont estomaqués, profondément révulsés, d'autant plus que nous sommes dans un pays quand même qui a connu le président Bourguiba, fondateur, libérateur du pays, et fondateur de la première République tunisienne, qui a été un homme hors norme. Donc les Tunisiens sont révulsés, sont étonnés, ils ne se voient pas dans cette classe politique, ils ne se retrouvent pas. Tout a été fait pour clochardiser les institutions. Aux Comores, les élections législatives et des conseils des îles sont reportées. Le premier tour aura lieu le 28 décembre prochain et le deuxième tour le 1er février 2015. Un décret présidentiel a fait acte de ce report. La raison de cet ajournement reste inconnue pour le moment, mais ce samedi, 5 partis politiques ont dénoncé, je cite, un cafouillage préélectoral. Les détails avec Yohan Djameta. C'est par un décret du président Douanine que les élections législatives comoriennes de novembre ont finalement été reportées, avec un premier tour désormais prévu pour le 28 décembre 2014 et un second tour en février 2015. Un report non expliqué par la présidence, mais qui trouverait son origine en partie dans le financement de ces élections. Il y a en effet, par rapport à ce report, ce que l'on peut appeler une difficulté majeure qui est liée à la fois au problème de financement, mais aussi aux problèmes politiques réels qui existent aux Comores. Il y a une contestation de la part d'une partie de l'opposition sur la manière dont ces élections législatives ont été décidées, sur les problématiques administratives, sur les problématiques de financement des campagnes et sur le positionnement effectivement des candidats. Bon, il se trouve en effet que globalement, entre l'opposition et la majorité, il y a une situation de mésentente réelle, et ce qui a amené, bien entendu, le gouvernement comorien à reporter ces élections. Mais pour d'autres, le problème du financement ne serait qu'un subterfuge et démontrerait l'incapacité du gouvernement à gérer son budget. On ne peut que déplorer nécessairement que le gouvernement ait été en possession de plusieurs milliards de francs comoriens investis dans des programmes d'infrastructures sans appel d'offres. Ils ont enrichi des sociétés étrangères par complaisance, et cet argent dilapidé, le gouvernement a pensé à s'organiser pour justement financer les dépenses de souveraineté. Il n'est pas normal qu'on vienne nous dire aujourd'hui que pour des raisons de finances, les élections sont reportées. C'est pas du tout normal. Sans ressources propres, l'organisation des élections comoriennes devra se dérouler essentiellement sur la base des donateurs internationaux comme l'ONU ou l'Union européenne. Au Mali, des organisations de la société civile appellent à une grande marche ce jeudi à Bamako pour dire non à la division du pays. La marche réunira 41 organisations de la société civile regroupant toutes les catégories socio-professionnelles ainsi que des représentants des religions musulmanes et chrétiennes.
Le dossier de cette édition zoome sur le système juridique et judiciaire de l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires. L'organisme se fixe pour objectif de garantir la sécurité juridique des activités des entreprises sur le continent. Son secrétaire permanent Dorothée Kossi-Sosa revient pour nous sur le bilan de l'institution. Le commentaire est d'Ibra Khadindiaye. Quel est le bilan de l'OHADA, l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires, 21 ans après sa création? Depuis sa mise en place par le traité de Port-Louis du 17 octobre 1993, révisé le 17 octobre 2008 à Québec au Canada, l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires, l'OHADA, est une institution internationale de plein exercice dotée d'une personnalité juridique internationale. Elle a plusieurs objectifs et œuvre en faveur de l'intégration juridique des pays membres. S'agissant du bilan de l'OHADA, que l'année dernière, à la date anniversaire, le 17 octobre 2013, les chefs d'État, nos chefs d'État se sont réunis et ont tiré ce bilan. Et donc, leur communiqué final en a vraiment rendu compte. Et c'est un bilan assez encourageant. Vous savez qu'en 1993, lorsqu'on a créé l'OHADA, tout le pays était en difficulté économique. On n'avait pas véritablement d'espoir de nous en sortir à cette époque-là. Mais aujourd'hui, tout le monde sait que ça marche beaucoup mieux en Afrique. En tout cas, dans la zone OHADA, nous avons des taux de croissance qui avoisinent les 5-6%. Et l'OHADA y a naturellement contribué. Pas seulement l'OHADA, il y a eu tout un ensemble de politiques mises en œuvre. Mais l'OHADA a également contribué donc à ce nouveau progrès. Pour poursuivre cette lancée du développement économique, l'institution prône le développement du cadre de statut des sociétés dans l'espace OHADA avec une législation plus souple. On peut dire que les textes qui ont été posés, nous avons 9 actes uniformes, c'est-à-dire des lois communes pour 17 pays. Ces lois ont vraiment facilité dans une large mesure la création d'entreprises, le fonctionnement des entreprises, et donc l'accès au crédit et la création d'emplois. Nous ne disons pas que nous sommes déjà tirés d'affaire, mais nous sommes en très bonne voie. Et s'agissant du bilan de l'OHADA, on peut dire que c'est un bilan très encourageant. Toutefois, l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires, l'OHADA, ne compte que 17 membres sur le continent, un nombre qui peut limiter son ambition de propulser les entreprises africaines dans un continent qui compte 54 pays sur le sommet de l'économie mondiale. Au Bénin, le gouvernement va recruter dans les prochains jours 16 747 agents d'État en vue de pallier les besoins en personnel dans l'administration publique. Selon un communiqué du gouvernement, cette décision de l'exécutif permettra de réduire le chômage chez les jeunes au Bénin. Direction la Mauritanie pour la page culturelle de cette édition à l'Institut français de Nouakchott. L'artiste plasticien Béchir Maloum expose des œuvres qui mélangent peinture et photographie, des toiles où l'artiste allie tradition et modernité pour évoquer des sujets d'actualité. Reportage de notre correspondant Franck Noudofina. Interprétation, c'est le nom de son exposition. Béchir Maloum, photographe, sculpteur, dessinateur, a plus d'une corde à son arc. Les œuvres qu'il a choisi d'exposer jusqu'au 9 octobre sont un mélange de photographie et de peinture qui met en exergue l'actualité en Mauritanie, mais aussi en Afrique. Né d'un père mauritanien et d'une mère libérienne, Béchir Maloum a passé son enfance en Guinée où il a découvert la peinture. Avec des ingrédients comme l'humour et la gravité, l'artiste fait référence à sa culture et à ses origines pour parler des sujets qui fâchent. Dans cette série de travail, je voulais à la fois créer le lien entre les deux travaux que je fais, la peinture et la photo, où à la fin, la photo n'est plus une photo pour moi, le dessin n'est plus un dessin. Ce qui compte, c'est le message que ça a passé. Dans la série de travail qui est là, ça parle beaucoup de l'actualité. C'est pour ça que sur toutes les photos, si vous remarquez, il y a une identité qui est cachée derrière beaucoup de sujets. Ou aussi, tu remarques sur certaines photos où je barre le visage de la personne. Pendant plusieurs années, l'art plastique est resté tabou en République islamique de Mauritanie. Une ancienne génération d'artistes plasticiens a aujourd'hui laissé place à des plus jeunes pour qui l'alliage entre la tradition et la modernité représente le ciment pour une production réussie. C'est très tabou la peinture chez nous en Mauritanie. Si vous savez, c'est un combat, on mène jour après jour. Un combat, on mène jour après jour. Déjà, c'est vrai que dans le monde entier, être peintre, c'est pas facile. C'est un métier où on dit ouais, tu es peintre, voilà quoi, tu vois.
Ici, c'est plus dur parce qu'on est tous dépendants des experts qui passent dans le pays. C'est-à-dire ceux qui consomment l'art, ceux qui encouragent les artistes à continuer dans l'art, c'est beaucoup des étrangers. Si vous regardez un exemple, on a 2 ou 3 lieux où on fait des expositions en Mauritanie. Des lieux d'exposition qui manquent, des artistes qui ne sont pas toujours encouragés. Les problèmes auxquels doit faire face l'art plastique en Mauritanie sont de divers ordres. Des initiatives sont aujourd'hui en cours pour rendre accessible l'art, notamment dans les écoles. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.